Merci beaucoup. Je dois commencer par remercier Jean-Marie parce que c'est vraiment pour moi un honneur d'être aujourd'hui au collège. Je vais essayer de ne pas trop faire des fautes en français et même vous parcourir tout au long de batteries, magnésium et calcium et quel est le concept et où est-ce que nous en sommes aujourd'hui. Le fil de mon exposé est le suivant. Je vais commencer par une assez vaste introduction, peut-être presque la moitié de mon exposé, pour expliquer un peu pourquoi on cherche à développer de nouvelles technologies de batterie et quels sont les aspects à tenir compte quand on passe des technologies monovalentes, basées dans lithium ou sodium par exemple, à des technologies basées à des ions divalents. Et après, je vais passer au cas plus précis du magnésium, après le calcium, et finalement, je vais juste finir par des petites conclusions, un résumé de tout ce que j'aurais dit. Et pour cela, je vais essayer de tenir compte d'une perspective globale de la batterie, suivant un peu ce que Jean-Marie disait tout à l'heure. Donc, pas seulement une électrode, l'autre l'électrolyte, mais aussi la compatibilité entre les différents composants et les interfaces aussi, que, comme il vient de le dire, sont cruciales. Donc, on commence alors par l'introduction générale. Tout d'abord, pourquoi on s'occupe à développer de nouvelles technologies de batterie? Du côté académique, ce qu'on cherche un peu aussi, c'est satisfaire notre curiosité scientifique, comprendre mieux comment les composés, les matériaux marchent. Mais il faut aussi reconnaître qu'il y a deux besoins sociétals, notamment de nos jours, qui demandent des dispositifs de stockage de l'énergie pour différentes applications qui n'arrêtent pas de croître, et que le besoin de chaque application peut être très différent. Ce n'est pas la même chose une batterie pour un véhicule électrique que pour un pacemaker. Donc on peut vouloir, surtout de nos jours, chercher à diversifier ces technologies pour aller fournir des batteries spécifiques pour chaque application. Et bien sûr, ces deux sont complémentaires. Et de nos jours aussi, il faut s'occuper d'un troisième paramètre qui est la durabilité. Donc on ne peut pas penser à développer des nouvelles technologies, surtout si c'est pour des applications à la grande échelle, sans tenir compte de ça. Alors quand on commence à partir des zéros, on peut commencer, ça c'est un schéma donné par Ralph Brodt, un des pionniers des batteries lithium-ion qui est décédé récemment. On commence par quelqu'un qui a une idée, des petites manips au labo avec quelques grammes, avec peut-être un étudiant. Et à 1 à 3 ans, on peut avoir une idée si ça peut marcher ou pas. Après, si ça marche, il faut avoir plus de personnes, plus de matériaux, il faut faire plus de manips, la mise à l'échelle, etc. Et à chaque fois, on a besoin de plus de temps, plus de matériel et plus de personnes jusqu'au moment où on arrive à la production. Une autre façon de voir ça, c'est l'échelle de TRL, que je pense que vous connaissez, qui a été développée à la NASA après la Deuxième Guerre mondiale. Et c'est un peu la même. Et je tiens à recommander cette publi parce que ça donne une vision vraiment réalistique de la recherche dans les batteries. Et ici, un peu, c'est la même idée, juste les premières parties du développement, ça peut se faire au laboratoire. Après, il faut passer à la plante pilote et après, déjà à la production. Et dans chaque étape, il y a deux paramètres à tenir compte. Un, c'est le risque. Donc, au laboratoire, avec un étudiant et petite quantité, on peut se permettre d'essayer des idées folles. Mais au bout d'un moment, si on veut passer à l'étape suivante, il faut bien savoir qu'est-ce qu'on fait parce que ça a un coût. Dès qu'on saute d'une étape à la suivante, ça demande un grand investissement. Donc, il faut être bien sûr que ça vraiment a des perspectives. Et comment on fait ça? C'est simple, on fait des tests au laboratoire et on voit ce que ça donne. Mais en fait, au laboratoire, on ne fait jamais les tests dans des conditions comparables à l'usage des batteries réelles. C'est un peu ce que Jean-Marie disait tout à l'heure. On fait nos petits tests avec 2 mg de composés sur l'électrode. On fait des tests avec des cellules qui ont un excès d'électrolyte. Donc, ce n'est pas vraiment les conditions réelles, mais on ne peut pas faire des tests de nouveaux matériaux dans des conditions réelles parce qu'on n'a pas les quantités, on n'a pas... Donc, du coup, c'est un problème d'où on s'en sort par l'extrapolation. On fait des tests au laboratoire et on extrapole, mais ça a un risque. Si on extrapole comment ça va être un chien adulte à partir de la croissance d'un chien pendant les premières semaines de vie, on arrive à quelque chose qui est vraiment loin de la réalité. Donc, on ne peut pas faire autrement, il faut extrapoler à partir des données du laboratoire, mais il faut qu'on sache qu'on ne va jamais arriver donc il faut tenir compte du risque.
Et donc, mettons qu'on a déjà fait ces manips, qu'on a des bonnes performances, on extrapole. Bon, il faut, comme je disais tout à l'heure, penser à la durabilité. Donc, il faut penser à tous les procédés dont on aura besoin pour faire cette nouvelle technologie de batterie. Et la première chose, c'est choisir des éléments qui sont abondants. Et là, malheureusement, on n'a pas trop le choix parce que le nombre d'éléments très abondants sur la Terre, il n'est pas énorme. Et vous voyez ici, magnésium et calcium, ces deux métaux qui sont abondants et très électropositifs. Et finalement, il n'y en a pas assez avec la performance et la durabilité. C'est très important le coût. Même si les performances sont très bonnes, même si c'est basé dans des éléments abondants, on ne va jamais arriver au marché si on n'arrive pas à avoir un coût compétitif. Donc, à vue de cela, c'est vraiment difficile de trouver de nouvelles technologies de batterie parce que vraiment, il y a beaucoup de paramètres à mettre en place. Mais même, on essaye pour satisfaire notre curiosité scientifique. Et là, on peut penser à différents concepts. Un, c'est le concept métal-ion, tout l'analogue du lithium-ion. Et le plus simple à penser, ça serait le sodium-ion. On a des électrodes qui intercalent ou désintercalent des ions, qui sont les ions porteurs de charge. Donc ça peut être lithium, ça peut être sodium. Mais pourquoi pas des ions qui aient une charge plus élevée de 1? Ça peut être 2, ça peut être 3. Et donc la différence, ça sera que pour chaque ion qui est échangé entre les deux électrodes à travers l'électrolyte, il y aura, si c'est des ions avec des charges de plus, il y aura 2 électrons qui vont passer par le circuit externe. Et ici, la densité d'énergie va dépendre de quels sont ces deux matériaux. Il y a seulement une limite, c'est que le potentiel limite pour l'opération de l'électrode négative, ça va être le potentiel auquel ces ions vont s'électrodéposer sur la négative. Mais on peut tourner ça dans un avantage et dire on va faire des batteries avec un métal à l'électrode négative. Là, vraiment, on aura des capacités très élevées parce qu'on n'a que le métal comme électrode, on n'a pas d'autres éléments. Mais ici, il faut encore maîtriser un autre aspect, c'est l'électrodépôt efficace et uniforme du métal que de nos jours, on ne maîtrise pas complètement encore pour le lithium. Et bien sûr, on peut encore penser à des électrodes positives qui n'agissent pas par un mécanisme redox d'intercalation-désintercalation d'ions, mais par des mécanismes plus complexes, tout comme le soufre ou l'oxygène, par exemple. Donc ça, c'est encore un challenge plus grand. Si on regarde, si on pense à développer des technologies avec une anode métallique, donc on aura a priori accès à des grandes densités d'énergie. Là, vous voyez les capacités gravimétriques en vert et volumétriques en gris. Il n'y a rien comparable au lithium du côté de gravimétrique parce qu'il est très léger, mais il n'est pas très dense. Donc, du point de vue volumétrique, ça peut s'améliorer. Le graphite qu'on utilise pour les batteries lithium-ion, il est modeste. Après, il y a sodium et vous voyez magnésium, aluminium et calcium. A priori, on pourrait avoir des capacités très élevées justement parce qu'on peut échanger 2 électrons par mol de magnésium ou de calcium et encore 3 par mol d'aluminium. Mais la densité d'énergie, ça dépend non seulement de la capacité, mais aussi du potentiel. Donc, si on regarde l'échelle de potentiel standard de réduction, on voit le zinc ici. Le zinc, on peut encore l'électrodéposer en des électrolytes aqueux. Et je pense que vous avez vu un séminaire à ce sujet la semaine dernière. Dès qu'on passe à potentiel plus bas, il faut des solvants qui soient stables ou qui puissent devenir stables, comme Jean-Marie l'a noté, cinétiquement, disons. Et donc là, l'aluminium, il est ici, mais le magnésium, ça commence à être bas, et surtout, calcium, il est très bas et très proche du lithium, sodium, potassium. Donc si on arrive à pouvoir faire des batteries calcium, normalement, le potentiel serait plus bas. On devrait avoir accès à une grande densité d'énergie. Alors ici, il faut, comme je disais tout à l'heure, utiliser des électrolytes organiques qui ont un coût plus élevé, qui ont une conductivité ionique, comme Jean-Marie l'a expliqué tout à l'heure, plus basse, mais par contre, on a accès à ce potentiel plus élevé. Mais alors, quand on veut développer une nouvelle technologie de batterie, on a un problème, c'est le problème de l'œuf et la poule, parce qu'en fait, on a besoin de différents composés, et par où on commence?
Et ça, c'est un slogan que je sais que Jean-Marie aime beaucoup, qu'on utilisait à la DARPA aux US dans les années 60. Donc, bon, il faut commencer à développer des matériaux et les tester, voir si on arrive à faire le puzzle de la batterie et faire les différents composants. Mais le problème, c'est qu'on n'a aucun composé comme référence. On commence à partir du début, on n'a pas des standards, on n'a pas des protocoles. Donc, on essaye d'importer notre savoir-faire de la technologie lithium-ion ou sodium-ion, mais on va voir que ce n'est pas toujours utile. Et il faut, quand on interprète les résultats, qu'on soit très soigneux, parce qu'il peut y avoir des réactions parasites, il peut y avoir des choses qu'on ne soupçonne pas. Et donc la méthodologie est très importante, et je tiens à signaler cette publiée ici par Alexandre Pont-Rouge et co-auteur, dont le premier auteur il est assis dans la salle parce que maintenant il est au collège. Les protocoles électrochimiques pour tester ces nouvelles technologies de batterie sont très importants, et c'est très important de travailler avec 3 électrodes, avec un électrode de référence, comme ça a été souligné tout à l'heure, parce que s'il y a un souci, au moins on va savoir si ça vient de la positive ou la négative. Donc il y a c'est beaucoup plus complexe que ça, mais c'est expliqué ici. Et en plus des protocoles électrochimiques, il faut utiliser d'autres techniques de caractérisation non électrochimiques pour voir vraiment si les matériaux se sont oxydés, se sont réduits, etc., pour confirmer les mécanismes de réaction qu'on propose. Pour ces techniques, il faut savoir toujours qu'est-ce qu'on regarde. Est-ce qu'on regarde seulement la surface? Est-ce qu'on regarde le bulk? Parce que les conclusions qu'on pourra sortir, ça va dépendre beaucoup de quelle est la sensibilité de la technique. Et surtout, souvent, il faut des manips très simples peuvent aider beaucoup, juste voir si les matériaux sont stables dans l'électrolyte, les laisser vieillir, etc. Ça peut donner des solutions. Donc, un conseil, c'est qu'on soit vraiment très critique quand on regarde la littérature, surtout pour les technologies nouvelles. Ce n'est pas par mauvaise foi des chercheurs, c'est que des fois, on ne sait pas et on peut être biaisé parce qu'on n'a pas assez de données et on pense que l'interprétation est la plus simple par analogie au lithium-ion, au sodium-ion, et ce n'est pas le cas. Et aussi, je tiens à vous recommander cette publi où, d'une façon humoristique, il montre comment on peut être biaisé par les résultats dans l'interprétation. Donc, à partir de là, on décide de faire une technologie de batterie basée aux métaux divalents, magnésium, calcium. Eh bien, la première question, c'est SEI ou pas SEI. Donc, ça tombe vraiment bien que Jean-Marie ait fait cette introduction. Donc, bon, qu'est-ce que c'est la SEI? C'est un nom qui a été donné par Emmanuel Pellet en 1979. Ça veut dire Solid Electrolyte Interface. Dans ce cas-là, lui, il avait fait des études des électrolytes face aux anodes de lithium métallique. Et bien sûr, ils ne sont pas thermodynamiquement stables. Donc, on a une réduction de ces électrolytes pour former un mélange de composés, donc oxyde de lithium, fluorure, carbonate, des composés aussi plus organiques. Et heureusement, ces produits de décomposition, ça s'adhère à la surface de l'électrode de façon telle que ça le passive, ça ne permet plus qu'il y ait des contacts entre l'électrolyte et l'électrode, donc c'est ça qui permet que la batterie marche. Mais pour que la batterie marche, cette couche, elle doit permettre les ions lithium de passer, donc elle doit être conductrice ionique et isolant électronique. Bien sûr, c'est très similaire par rapport au graphite et bon, maintenant on sait que la situation elle est un peu plus compliquée parce que cette SEI elle est dynamique, selon la température ça peut changer, mais ce qu'on veut c'est qu'elle soit stable, mais le plus important c'est qu'il y ait cette conduction d'ions, sinon la batterie ne pourra pas marcher. Alors, dans notre cas, magnésium et calcium, qu'est-ce qu'on fait? Bon, il y a la possibilité de travailler avec une SEI. Mais pour le calcium, on ne pourra pas faire autrement parce que le potentiel il est très bas et on ne va pas trouver des électrolytes qui soient vraiment stables. Mais alors, on fait face au problème dont Jean-Marie parlait tout à l'heure. Il faut contrôler quelle est la composition de cette SEI et même la dessiner en jouant sur des additifs pour qu'elle soit stable et pour qu'elle permette cette conduction ionique, et pour des ions divalents, ce n'est pas gagné. Ou bien on peut se contenter de chercher des solvants qui soient stables, et ça sera plus simple du côté du magnésium parce que le potentiel standard il n'est pas si bas, et travailler sans SEI. Donc ça c'est les deux situations possibles.
Ça, c'est un peu le schéma qu'il y a ici. Donc, si on n'a pas de SEI, on aura des ions qui seront solvatés dans l'électrolyte, qui vont se désolvater à la surface et appeler nucléer et croître, hein, idéalement uniformément, sans former des dendrites, etc. Ou bien, si on a une SEI, les ions vont se désolvater à la surface de la SEI et il faut que voilà, cette SEI conduise les ions. Et tout ça, autant l'une que l'autre, elle devra nous donner idéalement un dépôt métallique efficace, donc que ça soit la seule réaction qui consomme des électrons, et une croissance uniforme. Et ça, c'est plus simple à dire, mais beaucoup plus difficile à achever, même pour le cas du lithium. Donc, on a un peu parlé de la négative, maintenant on parle de l'électrolyte, et ça a été un peu évoqué par Jean-Marie. Donc, idéalement, dans les électrolytes très dilués, la situation, c'est qu'on a une complète dissociation du sel. On a des ions positifs et des ions négatifs qui sont solvatés par les molécules de solvant. Mais quand on commence à avoir des électrolytes un peu plus concentrés, ça, ce n'est pas vraiment la situation réelle. On forme des paires ioniques, de contact ion pair ou de solvent separated ion pair. Donc, les ions sont en contact directement ou séparés par un solvant. On forme cette sorte de complexe, mais là, ça va impacter la conductivité ionique parce que la charge de ça, c'est zéro. Donc, la mobilité, elle sera très impactée par la formation de paires ioniques. Et surtout, si on a des ions qui ne sont pas monovalents, mais divalents, donc la charge elle est plus grande, ça va encore attirer plus les anions et les molécules de solvant, et ça va encore être beaucoup plus difficile d'avoir des électrolytes avec une conductivité cationique élevée, surtout pour le magnésium qui est encore un rayon plus petit ionique que le calcium. Donc en fait, ces interactions coulombiques pour des ions en charge de plus vont être plus fortes et donc ça va impacter l'électrolyte. Vous voyez ici, c'est un petit dessin, le rayon ionique du magnésium de plus est similaire au lithium plus et calcium de plus est similaire au sodium plus, juste pour avoir une idée. Mais les électrolytes vont être plus complexes dans ces deux cas-là, juste par cette formation de paires ioniques. Et aussi, comme l'interaction avec le solvant elle est plus forte, les énergies de solvatation vont être plus fortes, et plus souvent, on aura une co-intercalation des solvants avec les ions dans les matériaux. Et là, si on parle des challenges du côté de l'électrode positive, bon, le premier, c'est que on peut plus souvent avoir la co-intercalation de solvants. Mais là, a priori, ça, c'est pas mauvais, mais puisqu'on va consommer de l'électrolyte qui va rentrer dans le matériau avec les ions, ça veut dire qu'on aura besoin d'un excès d'électrolyte quand on va faire la batterie au tout début, et ça va impacter le poids de la batterie, et pourtant la densité d'énergie, elle va être plus petite. Et le deuxième aspect à tenir compte, c'est des interactions coulombiques. Elles ne sont pas importantes que dans l'électrolyte, aussi au solide. On a vu tout à l'heure qu'avec des oxydes, on peut avoir des électrodes positives à un potentiel élevé, mais les ions oxydes, c'est des ions 2-, et les oxydes, ils sont petits, donc il y aura plus d'interactions coulombiques. Ça va être dur de faire bouger les ions 2+ dans une matrice oxyde. Par contre, les sulfures, c'est des ions plus grands. Donc normalement, l'interaction coulombique elle sera moins forte et on va voir par la suite que la plupart des matériaux qui ont bien marché pour des batteries basées au magnésium ou au calcium, ce n'est pas des oxydes, c'est des sulfures. Donc si on regarde TiS2 comme composé sur lequel on a fait beaucoup d'études d'intercalation, on peut se dire, bon, si on fait la réduction du titane 4 à titane 3, donc c'est-à-dire on réduit par un électron, là on peut compenser cette charge soit par l'insertion d'un mol d'ion monovalent, soit par l'insertion d'un demi-mol d'ion divalent, ou même un tiers si on forme des ions trivalents. Donc la capacité, elle va être la même, mais bon, peut-être si on intercale moins d'ions, il y aura moins de distorsion structurale. Est-ce que ça va cycler mieux? Bon, peut-être. Ou on peut aussi voir l'inverse, dire si, mettons qu'ici, on peut intercaler un mol d'ion, si on utilise un ion divalent, on aura 2 fois la capacité. Est-ce que c'est vrai ou pas? Pas tout à fait.
Mettons qu'on forme ça. Donc, si on utilise des ions monovalents, on passerait du titane 4 à titane 3. Si on utilise des ions divalents, alors il faudrait penser peut-être à titane 2. Et ça a déjà été fait par John Goodenough en 2009, juste par lithium. Et là, il part ici de Li 08 TiS2. Donc, après, il intercale jusqu'à Li 1 TiS2. Il a un peu de capacité ici pour le couple titane 4, titane 3. Et après, à bas potentiel, il arrive à intercaler un autre mol de lithium, un autre électron et arriver à titane 2. Donc, c'est vrai qu'on peut augmenter la capacité, mais alors le potentiel, il n'est pas le même. Donc, on peut effectivement gagner un peu de capacité si la structure est capable d'accepter plus d'ions, mais normalement, ça va avoir lieu à un potentiel différent. Donc, jusqu'ici, c'était un peu l'introduction générale. Donc là, je passe au cas de batterie magnésium. Eh bien, on va commencer pas par des extrapolations, c'est encore pire, on va commencer par faire des estimations, donc sans des données réelles, des manips au laboratoire. Ça, c'est des extrapolations de densité d'énergie qu'on peut avoir au niveau de la cellule, sans tenir compte du boîtier, en supposant une électrode métallique dans la négative, et dans la positive, une électrode composite similaire à celle qu'on utilise dans le cas des batteries lithium-ion. Donc là, les auteurs, ils ont pris des porosités des électrodes composites qu'on utilise commercialement dans les batteries lithium-ion, les densités des électrolytes, tout similaire. Ils ont pris aussi des épaisseurs différents, donc entre 1 mAh par cm² et 4 mAh par cm², qui est plus réalistique, plus proche de ce qu'on utilise commercialement. Et ça, c'est ce qu'ils ont. Donc, ils utilisent un excès de magnésium métal à la négative. Et ça, c'est des densités d'énergie volumétrique. Et ici, c'est gravimétrique. Et ici, c'est les lithium-ion. Donc, on est loin d'arriver là. Ça, pour chaque composé, il y a différentes valeurs parce qu'ils travaillent avec des épaisseurs d'électrodes différents. Donc, si on pouvait arriver à avoir des oxydes avec une capacité modérée, on aurait des performances intéressantes, mais de nos jours, on n'en a trouvé aucun. Et donc, ce sulfure, on va voir tout à l'heure pourquoi il avait utilisé de molybdène, c'est des performances plutôt modestes. Après, d'autres sulfures pourraient donner des meilleures performances, mais sinon, comme il n'y a pas d'oxyde, le plus intéressant dans ces estimations, ça serait le soufre, parce qu'il a une capacité très élevée, même si le potentiel n'est pas très élevé, ou bien les matériaux organiques, parce que même si les chiffres ne sont pas extraordinaires, les matériaux organiques, ça ouvre un nouvel champ, parce qu'ils peuvent être faciles à synthétiser, de bas coût, biodégradables, recyclables, etc. Et ils ont fait aussi l'exercice de penser de ne pas travailler avec du magnésium métal parce que le magnésium, il n'est pas très ductile, c'est dur à faire de films minces. Ils ont pensé à travailler avec des composites, avec des alliages, tout comme on vient de le voir vis-à-vis du sodium, mais alors là, les performances elles sont encore plus modestes. Donc, même sur le papier, avec des capacités théoriques, la densité d'énergie de batterie en magnésium métal, elle ne va pas être extraordinaire comparée à lithium-ion. D'un côté, surtout parce que le potentiel standard de réduction du magnésium, il est haut. Donc voilà, ça va nous pénaliser le voltage au niveau de la cellule. Et parce que les matériaux de positif qui sont compatibles, ils n'ont pas un potentiel très élevé. On n'a pas des oxydes, on n'a que des sulfures. Par contre, pourquoi pas avec soufre ou matériaux organiques, si on arrive à avoir un bas coût. Mais alors, il faudrait penser pour quelles applications ces types de batteries seraient utiles. Donc, historiquement, il y a eu des travaux en cherchant des électrolytes pour voir si on pouvait faire l'électrodépôt de magnésium dans Dow Chemical aux US. Mais c'est le groupe de Doron Auerbach à Israël qui a repris ces travaux et qui a fait le premier prototype de batterie magnésium rechargeable il y a 25 ans. Donc là, il vient du monde des électrolytes. Il part sur ce système-là de pas SEI, parce que quand il a fait d'autres essais, il trouve des SEI qui ne laissent pas passer les ions magnésium de plus, parce que c'est très petit, c'est très chargé et ça ne passe pas.
donc sans SEI. Ici, quelques-uns des électrolytes qu'il a essayés, toujours dissous dans le tétrahydrofurane, qui n'est pas très stable en oxydation, donc même si on trouvait un oxyde à 3 volts, on ne pourrait pas l'utiliser. Et finalement, il trouve des meilleures performances, des meilleures efficacités, proches à 100% pour l'électrodépôt de magnésium. Avec ces chloroaluminates, c'est quand même des compositions d'électrolytes un peu bizarroïdes quand on les compare avec ce qu'on utilise pour lithium-ion ou sodium-ion, et pas avec une concentration pas très élevée. Donc ça, c'est les performances de la cellule complète avec magnésium, métal à négative. Et en positive, elle utilise ce sulfure de molybdène, ça c'est la phase de Chevrel, en honneur à Roger Chevrel, le chimiste français qui les a développés, qui ont des performances, des propriétés supraconductrices. Elles sont synthétisées avec du cuivre, et pour l'utilisation électrochimique, il faut enlever le cuivre et laisser le sulfure de molybdène avec cette stoichiométrie. Et là, ce composé il est capable d'insérer 2 moles de magnésium par formule unité dans différents sites, mais le molybdène il est lourd, donc finalement on arrive à moins de 80 mAh par gramme, ce qui est peu, et à un potentiel de 1 volt. Donc vraiment, c'est comme performance, c'est pauvre. L'avantage, c'est que c'est la preuve de concept il y a 25 ans, donc ça pouvait avoir un bon avenir, mais à part la capacité limitée et le bas potentiel d'opération, il y a le problème que tous ces électrolytes sont très corrosifs et ils sont sensibles à l'air. Donc vraiment, c'est une technologie qui n'est pas un cadeau, mais ça a quand même le mérite d'avoir prouvé le concept. Alors, comment ça marche, tous ces électrolytes? On pourrait croire naïvement que c'est un peu comme dans le cas du lithium-ion ou sodium-ion et qu'on a les ions isolés. Non, on n'a pas de ions Mg2 plus isolés. Ce n'est pas évident de voir quelle est la spéciation de ces électrolytes. Ça change selon la concentration aussi. Il y a beaucoup d'équilibres, de complexation en dissolution, mais on a des espèces de ce genre-là, donc des anions avec du chlore et de l'aluminium et des radicaux organiques, ou bien des cations MgCl+, ou bien Mg2Cl3+. Donc la première chose, c'est que ce n'est pas parce qu'on bouge un ion qu'on va bouger 2 électrons. Ici, c'est quand même des ions qui ont une seule charge positive. Et en plus, la formation de ces espèces-là, si jamais on va insérer ça dans les électrodes, on va encore consommer de l'électrolyte. Donc ça veut dire qu'on aura besoin, qu'on aura besoin de mettre de l'électrolyte en excès dans la cellule. Néanmoins, il y a eu une compagnie fondée avec ce concept de batterie magnésium, elle s'appelait Pelion. Ils ont réussi à faire quelques électrolytes un peu plus simples, mais toujours en contenant de l'aluminium et des chlorures. L'efficacité coulombique, elle était bonne, mais en fait, il fallait que la batterie ait plusieurs cycles de charge-décharge avant de bien marcher. Donc, il y a eu même des études théoriques pour comprendre ce qui s'est passé, parce qu'en fait, tous ces équilibres, ils changent au cours de cyclage. Et si vous vous rappelez, le potentiel d'électrodépôt de l'aluminium, il était plus élevé que celui du magnésium. Et bien, souvent, dans les premiers cycles, on retrouve un électrodépôt d'aluminium dans ces batteries. Après, il semblerait qu'on arrive à une situation stationnaire où on a des anions AlCl-, Cl4- et MgCl+, mais quand même, ce n'est pas une situation simple. Et comme je disais tout à l'heure, si ça c'est l'électrolyte, ça veut dire qu'il faudra en mettre un excès. Donc ça, ici, il y a un calcul de combien d'électrolytes il faut mettre par gramme de composé pour pouvoir faire marcher la batterie. Et en fait, si on travaille au MgCl+, au lieu de Mg2+, il faut en mettre beaucoup plus. Donc ça va pénaliser la densité d'énergie de la batterie. Et non seulement ça, mais tous ces électrolytes, ils sont assez corrosifs, dus à la présence de chlore-. Donc, jusque-là, c'était quand même un mantra. Si c'est du magnésium, il faut utiliser de chlore, parce qu'il faut savoir que le magnésium, il a une couche d'oxyde de passivation en surface, et c'était très avantageux d'avoir des ions chlorure dans l'électrolyte, parce qu'ils allaient nettoyer cette couche aussi sur le magnésium. Mais bien sûr, il y a eu des efforts pour améliorer ces électrolytes-là,
notamment aux US dans l'Institut de recherche de Toyota aux US, où ils ont fait un grand effort pour essayer de développer de nouveaux sels qui ne soient pas corrosifs et qui aient aussi qui soient efficaces du point de vue de l'électrodépôt du magnésium. Et ça a été un des composés qu'ils ont étudié le plus. Ce sel, c'est un carborane, ça a des ions Mg2+, et ces anions, qui sont ces icosaèdres-là. Ça, en orange, c'est les atomes de bore. En gris, c'est l'atome de carbone. Après, il y a des protons. Et en fait, ce sel-là, ils sont très stables, ils ne sont pas corrosifs, ils sont inertes, etc. Donc, en oxydation, ça ne tient pas au-delà de 3 volts, mais quand même. Mais le problème de ces sels-là, c'est la solubilité. C'est très, très compliqué de dissoudre ces composés. Et finalement, la seule façon qu'ils ont trouvé, c'est des glimes, dont Jean-Marie a parlé aussi tout à l'heure. Et ces glimes, en plus de la limitation à haut potentiel, ils sont carcinogènes. Donc, ce n'est pas la meilleure solution pour développer une technologie, mais quand même, ça a le mérite d'être un sel qui est stable, qui n'est pas corrosif, qui n'a pas des chlorures. Après, on en est encore au jour d'aujourd'hui à la recherche de nouveaux sels, notamment en 2017, il y a eu ce travail du groupe de Max Virner en Allemagne, où ils ont développé ces alkoxyborates, qui ils ont une bonne efficacité coulombique aussi après conditioning, etc. Les équilibres sont toujours pas clairs, mais au moins c'est pas corrosif. Et dernièrement, le groupe de Robert Dominco, en collaboration aussi avec Alexandre Ponrouche à Barcelone, ils ont développé des autres anions de la même famille. Et en fait, ils ont vu que selon l'anion, l'efficacité coulombique du dépôt de magnésium, ça peut changer beaucoup. La conductivité ionique dans l'électrolyte, ça change beaucoup. Mais on en est à 2025 à développer de nouveaux sels pour avoir une efficacité coulombique élevée. Donc, et en plus, ça, c'est des recherches qui se font dans un laboratoire. Donc maintenant, si moi, je synthétise des cathodes et que je veux les tester avec cet électrolyte-là, c'est des électrolytes qui ne sont pas commerciaux. Donc, je veux dire, la recherche, elle est encore à un stade fondamental et pas très avancé, hein, parce qu'on n'a pas accès à des composés standards facilement. Donc, en résumé, du côté de l'électrolyte, on a quand même réussi dans ces 25 ans à développer des électrolytes qui ne sont pas corrosifs au niveau de laboratoire, et qui commencent à avoir des performances intéressantes au niveau de l'efficacité de l'électrodépôt et la stabilité à haut potentiel. Par contre, on en est loin de pouvoir penser à passer à un aspect pratique. Et vis-à-vis les cathodes, pour ce qui est né des inorganiques, j'aime bien montrer cette revue de Piero Canepa parmi d'autres, parce qu'il montre un peu l'odyssée du développement des cathodes organiques. Donc 3, ça serait le lithium-ion, c'est très simple, des oxydes qu'on pourrait utiliser, mais pour les multivalences, ce n'est pas ça. Les électrochimistes sont un peu perdus. Il y a des réactions de conversion, comme lui disait tout à l'heure, qui ne marchent pas. On a la co-intercalation de solvants, les ions ils ne bougent pas facilement, on a un bas potentiel. Donc finalement, on en est vraiment loin d'arriver à Ithaca pour les inorganiques. Par contre, il y a quand même quelques espoirs, comme je disais tout à l'heure, pour les sulfures. Il y a ce composé-là, VS4, et en fait, ces composés, il contient du vanadium 4+, et des ions S2 de moins. Et en fait, il a une capacité intéressante qui travaille sur le redox du soufre. Pour former du S2 de moins, ça passe à S2 de-. La capacité, elle est intéressante. Bon, le potentiel, il est 1 volt, mais quand même, la capacité est intéressante. Le soufre lui-même, il est intéressant. Un peu comme l'idée, c'est la même que pour les batteries lithium-soufre. Hein. Finalement, on réduit le soufre à sulfure de magnésium en forme de polysulfure, mais au moins, on peut quand même faire quelques cycles avec les batteries. Et surtout, ce qui est très intéressant, c'est les composés organiques. En fait, il y en a une certaine diversité. Ça, c'est des dérivés de la polyanthraquinone. Il y a ces carbonyles ici qui peuvent réagir, dans ce cas avec des ions lithium+, qui se coordonnent ici et donner 2 électrons. Eh bien, ça a été recherché et pour la plupart de ces composés organiques, le mécanisme redox, il est le même pour lithium que pour magnésium. Donc, vous voyez ici quelques cycles.
Ici, ce premier cycle, ces anomalies sont dues toujours à cette couche de passivation native du magnésium en surface, mais après, ça s'améliore. Le mécanisme redox a été suivi par spectroscopie d'infrarouge. Ça, c'est le produit de départ, et ça, c'est déjà dans la cellule, c'est des spectres différents. On ne voit pas très bien, mais on voit quand même que les bandes du côté carbonyle, elles diminuent en décharge et elles augmentent en charge, ici. Le contraire pour le CO-. Ici aussi, c'est les bandes du double liaison organique. Donc, le mécanisme est exactement le même pour lithium que pour magnésium. Et il y a un grand nombre de composés qu'on peut tester avec différentes fonctionnalités redox. Or, de jour d'aujourd'hui, la plupart, les capacités qu'on obtient, c'est beaucoup moins que la capacité théorique. 47%, 42%, 13%, 61%. Donc, même avec ces électrolytes non corrosifs, on est loin d'atteindre ce qu'on devrait. La raison, c'est pas clair. Il paraît que ça gonfle beaucoup quand ça intègre les ions magnésium. Aussi, c'est des composés isolants. Souvent, ils font des composites avec des carbones, etc. Mais il y a encore, je pense, un champ pour parcourir de ce côté-là. Et alors, où est-ce qu'on en est du côté prototypage? Puisqu'il y a 25 ans, il y a eu de petites cellules qui ont été faites. Bon, ça, c'est des résultats obtenus dans un projet européen auquel on participait. Donc, on a commencé par faire des piles-boutons avec la même configuration que le papier original de Auerbach. Et ben, on obtient 2 Wh par kilogramme. Donc, ce n'est pas énorme. Et là, d'un côté, parce que c'est difficile de faire des lames de magnésium qui soient fines, donc on en a beaucoup d'excès de magnésium. Comme les électrolytes sont vraiment très corrosifs, il faut utiliser du nickel comme collecteur de courant, qui est lourd. Après, dans la configuration pile-bouton, on a aussi un excès d'électrolytes. On a quand même passé à des cellules de type pouch, et là on s'améliore un peu parce qu'on a moins d'excès d'électrolytes, mais bon, on a encore toujours le reste de problèmes. Néanmoins, ça cycle très bien, ces cellules-là, hein, ça date d'il y a 25 ans, mais du côté pratique, pour l'instant, ce chiffre-là, ils n'ont aucun intérêt. À partir de là, si on arrive à pouvoir utiliser des électrolytes qui ne soient pas corrosifs, on va changer lithium par aluminium, on va gagner un peu, et surtout on va simplifier l'assemblage et on va baisser le coût. Après, si on arrive à utiliser du sulfure de vanadium, c'est là où vraiment, au lieu de sulfure de molybdène, où ça pourrait faire la différence. Et finalement, si on peut utiliser dans la négative, au lieu de magnésium métal, un alliage qui a 3% d'aluminium et 1% de zinc, c'est des lames beaucoup plus ductiles. On arrive à faire du magnésium beaucoup plus fin et on n'a pas besoin d'autant de magnésium en excès. Donc là, si on arrive à ça, on pourrait vraiment avoir des performances compétitives ou intéressantes, mais on est loin de là. Donc, à part ça, juste ça, c'est un transparent qui m'a été donné par Robert Dominko en Slovénie, qui a beaucoup travaillé sur ces matériaux organiques. Ils sont aussi en train de faire de prototypage. Ça date d'il y a quelques années. Je n'ai pas de données de densité d'énergie de la cellule complète, mais ils travaillent fort. Donc, peut-être dans quelques années, on aura aussi, ou bientôt, on devra entendre des résultats avec des cathodes organiques, ce qui, je pense, a un avenir. Donc, pour en résumer, pour le magnésium, dans la négative, on a un souci parce que la surface du magnésium, elle doit être propre. On pourrait peut-être penser à faire des ECI artificiels avant d'assembler la cellule, mais bon, ça, il faudrait le faire et c'est une complexité additionnelle. Si on veut travailler avec des alliages, on aura des expansions volumiques, mais bon, un peu d'aluminium plus un peu de zinc, ça aide à la ductilité et à faire des électrodes plus fines et donc à augmenter la densité d'énergie de la cellule finale. Du côté de la positive, il n'y a que le sulfure ou le soufre qui marche et des matériaux organiques. Les oxydes, pour l'instant, ça reste ouvert. Il y a rien, enfin, il y a des matériaux qui donnent une certaine réponse redox, mais avec une polarisation énorme où ça marche qu'en température. Et l'aspect le plus important qui a permis de progresser ces technologies, c'est les électrolytes. Au jour d'aujourd'hui, on en a qui sont non corrosifs, c'est bien, mais ils ne sont pas encore commercialisés, même pas pour la recherche.
Des fois, ils ne sont pas faciles à dissoudre et normalement, on finit par les dissoudre avec des éthers qui ne vont pas être compatibles à haut potentiel. Et il faut surtout comprendre quelle est la spéciation dans ces électrolytes pour savoir quels sont les ions porteurs de charge. Et peut-être, je ne sais pas si on trouvera peut-être des électrolytes polymériques ou solides qui pourraient conduire le magnésium. Ça, c'est une porte ouverte. Mais le plus important, c'est qu'en fait, on ne peut pas travailler dans un seul de ces domaines parce que comme c'est une technologie nouvelle, il n'y a pas de standard. Donc finalement, tout est relié et ça ralentit beaucoup le progrès parce qu'il n'y a pas de standard commercial qu'on puisse utiliser. Donc là, j'en passe à la deuxième partie, donc aux batteries calcium. Dans ce cas-là, on commence aussi par des estimations. Ça, c'est nous qui l'avons fait. L'idée, c'est la même. Hein. C'est 100 boîtiers avec un calcium métal à la négative, avec un excès, et un positif avec des caractéristiques similaires aux électrodes commerciales lithium-ion. Seulement là, comme il n'y a presque pas de matériaux, on a travaillé qu'avec des hypothèses. Donc des matériaux qui auraient 50, 100, 150, 200 de capacité et qui marcheraient à un potentiel de 2, de 5, 3, 3, 5, etc. Donc, et on voit que si on arrive à trouver des matériaux, par exemple, à 3 volts avec des capacités de 150 mAh par gramme, ça pourrait être compétitif avec lithium-ion. Et ça, c'est la densité d'énergie volumétrique. Ici, c'est gravimétrique. Et ce qui est très intéressant aussi, c'est le soufre. Parce que le soufre, il a une capacité très grande, mais comme le calcium, il a un potentiel standard de réduction bien plus bas que le magnésium, ben le potentiel de la cellule calcium-soufre sera plus élevé. Donc c'est quand même un concept prometteur. Donc en fait, a priori, on pourrait avoir des cellules avec des densités d'énergie élevées, mais il faut développer les matériaux. Le soufre, ça peut être intéressant, et ben, ce qui le rend intéressant, c'est que le calcium, il a un potentiel standard de réduction qui est très bas. Mais aussi, c'est ça qui va nous complexifier la vie vis-à-vis des électrolytes, parce qu'alors, on ne peut pas s'éviter de travailler avec une SEI, parce que le potentiel, il est trop bas, les électrolytes ne vont pas être stables, donc ça va encore nous causer des problèmes. Et là, ben, est-ce que le calcium-soufre pourrait avoir des avantages vers lithium-soufre? Ben, c'est à voir. Hein. Et donc, des recherches sur les batteries calcium, il n'y en a pas eu beaucoup. Et une des causes, c'est qu'en 1991, le groupe de Doron Auerbach, qui est le pionnier des batteries lithium-ion, il a publié ce papier où il dit que l'électrodépôt de calcium, c'est impossible. Donc, en fait, à vue de ça, ça a empêché beaucoup des gens d'attaquer le sujet. Et la raison qu'il donne, c'est que, ben, en fait, on est en calcium, ça forme une SEI pour sûr, parce qu'on est à un potentiel très bas. Et cette SEI, elle ne va pas laisser passer les ions calcium. Donc, lui, il travaillait avec des électrolytes magnésium sans SEI, et ici, il a le même problème. Donc, voilà, on abandonne. Ça fait que même si ce n'est valable que pour les électrolytes, ben, s'il n'y a pas d'électrolytes, c'est dur de développer des électrodes parce qu'on ne sait pas trop comment les tester. On pourrait dire, ben, on va tester si un certain composé peut intercaler des ions calcium, parce que bon, si on a une anode métallique, bon, on oxyde le calcium quand on l'insère ici, on n'a pas besoin de l'électrodéposer. Mais dès qu'on veut tester si ça c'est réversible, on aura besoin d'un électrodépôt. Donc la solution la plus simple qui a été développée par plusieurs groupes, c'est changer la négative. Donc maintenant, pour tester les positives, on ne va pas tester vis-à-vis du calcium métal parce qu'on n'a presque pas d'électrolyte qui puisse, on n'a pas d'électrolyte qui puisse permettre l'électrodépôt de calcium. Et souvent, on teste avec des carbones actifs qui ont un mécanisme de redox capacitif. Ça veut dire qu'ils ont une capacité petite, il faut bien équilibrer la cellule, il faut en mettre un excès, mais au moins on s'affranchit des problèmes de la négative quand on veut étudier des positives. Mais là, on en est encore à essayer d'étudier un des composants. Donc, avec Alexandre Pont-Rouge et grâce à un projet financé par Toyota en 2016, on a réussi quand même à faire l'impossible et à électrodéposer du calcium avec un électrolyte organique. Ça, c'est des dissolutions de 0,45 molaires de CaVF4 en mélange SCPC, comme que Jean-Marie a commenté tout à l'heure. Et ici,
L'astuce, c'était juste d'augmenter la température pour casser les paires ioniques qui se forment dans l'électrolyte. Donc on a réussi, voilà les électrodépôts, mais l'efficacité coulombique elle n'est pas élevée. Hein. On a quand même beaucoup de dégradation irréversible de l'électrolyte, surtout parce qu'on est à 100 degrés. Ça, c'est des cellules symétriques, calcium-calcium, à 100 degrés, donc ça cycle plutôt bien, mais avec une polarisation énorme, surtout quand on la compare avec des cellules avec un électrolyte similaire, lithium-lithium, à température ambiante. Donc bon, c'est un succès, mais c'est loin d'avoir une application pratique. Après, il y a eu d'autres groupes qui ont essayé avec d'autres sels, donc avec CaBH4 par exemple. Ça arrive à température ambiante avec une efficacité coulombique meilleure, mais par contre, la stabilité à haut potentiel, elle n'est pas bonne. Et bien sûr, le même groupe allemand qui avait développé les alkoxyborates pour magnésium, ils ont fait la même chose pour calcium parce que c'était simple à faire. Donc aussi ça marche. Et aussi les sels qui avaient été développés par Toyota, ils ont aussi été essayés par le calcium plus tard et ça marche aussi. Seulement, on garde encore ce problème de solubilité. Donc ces sels-là, ils ne sont pas solubles dans le DME ou le THF, mais ils sont solubles dans un mélange. On n'arrive pas trop à comprendre pourquoi, donc on est encore à beaucoup d'essais et erreurs, mais on commence à avoir des électrolytes. Alors, si on veut améliorer l'efficacité, il faut comprendre qu'est-ce que c'est la SEI. Ça, on n'en avait pas du côté de magnésium, mais ici, on en a. Bon, ça va être pour sûr des composés de décomposition du solvant et du sel de l'électrolyte, mais est-ce que cette SEI, elle est couvrante, elle couvre tout l'électrode ou pas? Est-ce qu'elle a vraiment une bonne conductivité ionique ou pas? Parce que si on ne comprend pas ça, on n'aura jamais un électrodépôt avec 100% d'efficacité. Et la première question est, est-ce qu'on a besoin du bore? Parce que dans le transparent que je viens de mettre, tous les sels pour lesquels on a réussi à faire l'électrodépôt, ils ont du bore. Quelle coïncidence! Et en fait, ça c'est encore des travaux d'Alexandre Pont-Rouge. Ils ont vu que avec ces électrolytes-là, dans la SEI, il y a beaucoup de borates. Donc il semblerait qu'effectivement le bore il aide à cet électrodépôt. Et surtout, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont utilisé un électrode qui avait été passivé, qui avait été mis dans un électrolyte avec du bore, donc qui avait créé cette SEI. Après, ils l'ont mis dans un électrolyte avec CaTFSI2 où normalement on ne pourrait pas faire de l'électrodépôt. Et bien là, on y arrive. Donc il semblerait que cette SEI qui contient du bore, elle aiderait à la conductivité ionique du calcium. Et là, il y a encore des nouveaux développements, de nouveaux sels, pas avec le bore, mais avec l'aluminium, qu'on avait aussi, vous aviez vu dans le cas du magnésium, il y avait aussi des sels qui contenaient l'aluminium. Eh bien, ça marche aussi. L'efficacité est encore améliorée, mais ça marche aussi. Mais ça, on en est encore à la recherche de nouveaux sels. Et plus que le sel, aussi à comprendre la spéciation de l'électrolyte. Ça, c'est des travaux de Vetar Galant au MIT. Et ils utilisent des mélanges de BH4 et TFSI. Et quand ils ont du BH4 pur à une certaine concentration, il y a formation de paires ioniques d'un ion calcium avec 2 ions BH4. La charge de ça, c'est 0 et il n'y a pas de bonne conductivité. Après, ils ajoutent du TFSI qui est un anion qui va moins coordonner le calcium et ils augmentent la concentration en calcium. Et alors, l'espèce la plus commune dans ces électrolytes, c'est le couple un calcium avec un BH4-. Donc ça a une charge positive et c'est ça qui permet l'électrodépôt. Mais il faut encore faire de l'ingénierie de l'électrolyte. Donc ça, on en est au tout début, hein, vous voyez 2020, 2023, 2022, mais peut-être ça va donner des fruits dans les années qui suivent. Du côté de la positive, on se trouve dans une situation similaire au cas du magnésium. Là, il y a Jean Roxel à Nantes qui, en 1974, il a déjà intercalé du calcium dans le TiS2. À l'époque, ce n'était pas fait électrochimiquement, donc il a tout simplement mis le TiS2 en contact avec l'ammoniac avec du calcium dissous. Et il a la intercalation de l'ammoniac qui coordonne le calcium avec le calcium dans TiS2. Il chauffe un peu, il élimine l'ammoniac.
Nous, on a fait la même chose électrochimiquement et on retrouve, avec du PC, on retrouve aussi la co-intercalation du solvant, une polarisation énorme, donc ça marche, mais bon, c'est pas ce qu'il y a de mieux. Par contre, les batteries calcium-soufre, il y a eu des essais, ça marche même si la perte de capacité pour l'instant est importante, mais avec ces sels non corrosifs, les alkoxyborates, et surtout aussi les composés organiques. Là, on en voit un autre exemple. Ici, c'est ce composé-là aussi avec des carbonyles qui est testé vis-à-vis des électrodes de calcium-métal, en cellule 2 électrodes. Donc, en fait, on a une bonne cyclabilité, mais on voit beaucoup de polarisation entre la charge et la décharge. Dès qu'il passe à une cellule 3 électrodes, même avec un électrode de référence de calcium, qui des fois ne peut pas être le mieux, mais même avec ça, on diminue la polarisation. Donc, même dans cette situation, le calcium, il ne marche pas parfaitement. Donc, on est encore dans une situation où on n'a aucun des composants qui marche à la perfection ou très bien, je dirais. Donc, pour en résumer, quels sont les problèmes de la négative? Pareil, il faut pouvoir faire des lames fines de calcium, ce qui n'est pas évident, ou est-ce qu'on va utiliser des alliages? Côté de la positive, sulfure, matériaux organiques, des oxydes, on ne sait pas. On avait fait des recherches, même guidées par des calculs d'EFT, et finalement, on a toujours, quand il y a quelque chose qui marche, la polarisation, elle est énorme. Et pour l'électrolyte, il y a encore moins de sels disponibles que pour le magnésium. On a beaucoup profité des travaux faits avant pour le magnésium, mais on a plus ou moins le même problème. Et donc, on en est encore à un stade plus en arrière que pour le magnésium. Et la problématique, globalement, elle est la même avec ici le calcium, le problème ajouté de la SEI. On est moins développé et on a plus de problèmes. Donc, pour en finir, déjà des petites conclusions. D'abord, pourquoi on s'occupe à développer de nouvelles technologies de batterie? Pour diversifier autant du point de vue des applications qui peuvent avoir besoin des batteries qui fournissent des capacités, des voltages, de cinétiques différentes, et aussi pour diversifier du point de vue ressources. Et le calcium et le magnésium, c'est des éléments très très abondants, donc a priori on devrait pouvoir avoir bas coût, selon la positive bien sûr. Mais quand on s'occupe des batteries avec une anode métallique, on a plus de challenges qu'on n'a toujours pas résolu du côté lithium-métal. Pour les multivalents, en plus, entre eux, ils sont différents, même magnésium au calcium, parce que le fait que l'électrodépôt se fait à un potentiel si différent, ça va jouer sur l'électrolyte et surtout sur le besoin ou pas besoin de la SEI. Finalement, les ions porteurs des charges, ça ne va pas être tout simplement Mg2+, ou calcium de plus. C'est des complexes qui se forment dans l'électrolyte qui peuvent changer selon la concentration, etc. Donc ça, il faut comprendre. Et pour les électrodes positives, les matériaux inorganiques, c'est pas top parce qu'il y a, surtout les oxydes, il y a toutes ces interactions coulombiques. Pour le magnésium, on a eu la preuve de concept il y a 25 ans, mais on en est encore loin de pouvoir penser à commercialiser. Et pour le calcium, la situation est plus complexe et les recherches sont moins développées. Donc, il faut encore travailler à de nouveaux matériaux pour pouvoir dire oui ou on a perdu l'espoir. Et donc, finalement, je voudrais juste remercier tous les gens à qui j'ai eu le plaisir de travailler pendant ces années dans des technologies multivalentes, aussi bien à l'ICMAP que des collaborateurs externes. Et bien sûr, le financement, aussi bien de Toyota que du ministère espagnol ou l'Union européenne. Et merci à vous tous pour m'écouter. Je suis désolée.